Est-ce que j'ai moyen, moi, de partager mon écran? Oui, attends, je vais te mettre si je te mets en note, ça doit le faire. Ouais, Alors, si je suis en note, je crois que ça va te dire que tu peux plus enregistrer, tu perds la main, je sais plus. Il y a un truc comme ça. ah mince. Attends, on va essayer. Mhm. Attends, mec Pierre Dufraisse, meeting host. Ok. Ok. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est si jamais ça, du coup, ça s'enregistre sur ton disque dur, enfin sur ton ordi, vu que t'es hôte, je sais pas encore. Non, là, mon enregistrement, je peux, si tu veux, je peux lancer l'enregistrement de mon côté, au cas où. Ah, ben moi j'en ai lancé un là, donc on est bon. Bon, on est bon. Bon, alors Ouais, on reste comme ça. on est parti. Eh ben, ça marche. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. La première question, c'était le sommeil idéal avant la compétition. Bon, déjà, bonjour à tout le monde qui verront cette vidéo. Ça me fait plaisir de faire ça, bien que faudra qu'on fasse en sorte de, une fois de temps en temps, de le faire en live, parce que c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir échanger directement. Le sommeil idéal avant compétition, c'est le sommeil idéal tout court, hein, avant compétition ou pas compétition. Toutes et tous, il faut que vous compreniez que votre euh, aptitude à bien performer dans votre discipline, euh, pour que vous soyez en forme, que vous construisiez du muscle, pour que vous améliorez votre endurance, peu importe, ça dépend avant tout de votre sommeil. C'est vachement bien de se donner à fond dans la session d'entraînement, c'est vachement bien de bien manger, mais si vous dormez mal, ça va pas le faire. Très concrètement, vous n'allez pas vous améliorer. Donc, les grands champions, ils font gaffe à leur sommeil autant qu'à leur alimentation, autant que à leur plan d'entraînement. Donc, que ce soit avant compète ou pas, on dort bien. Mais je comprends ce que vous voulez vous dire. Il y a une échéance, il y a une compète importante. Comment je fais pour optimiser la veille, hein, comment je fais pour que la veille, ça se passe au mieux. Premièrement, ça va être mes conseils, hein, évidemment, hein, à adapter, mais je conseille toujours de dîner tôt, c'est-à-dire de ne pas manger trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Dîner à 19 heures. Manger à 19 heures, et après, une fois qu'on a fini de manger, donc mettons que vous terminiez à 19 heures ou vous terminiez, allez, à 19h30 de manger, on grignote plus. C'est-à-dire, il n'y a plus un snack, il n'y a plus une barre de céréales, il n'y a plus une bêtise qui traîne, il n'y a plus un jus de fruits. Vous laissez le système digestif se reposer. C'est important parce que plus il va se reposer rapidement avant de faire dodo, plus après, dans le dodo, vous allez avoir de l'hormone de croissance. Hein. Si vous venez juste de manger avant, votre corps, il va digérer, et au niveau hormonal, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va pas se passer de la même manière. D'accord? Ça va couper les processus qui permettent de construire, en fait, construire le muscle, construire, régénérer le corps, etc. Donc, on dîne tôt, première règle. Deuxième règle, on évite les écrans. C'est que ça va être difficile. Mais après 21 heures, le téléphone portable est éteint. On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur YouTube, etc. Tout dépend, hein. Vous faites un choix. Soit vous voulez devenir un champion, soit vous voulez continuer à faire des bêtises. Ok. C'est ça, en fait, le truc. Au bout d'un moment, on en arrive à des compromis parce que vous êtes des jeunes qui vous orientez vers une carrière avec des performances à la recherche d'être le meilleur, là où le meilleur. Donc, faites des choix. Les écrans, le problème, c'est que votre œil, là, vos deux yeux, ce sont des morceaux de votre cerveau. Concrètement, hein, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des morceaux de votre cerveau qui peuvent voir l'extérieur. S'ils voient des lumières intenses, ils pensent que c'est des soleils. Ils pensent que c'est un soleil. Et donc, ça envoie au cerveau, à votre esprit, que il fait jour. Et s'il fait jour, on ne dort pas. Et donc ça va être très néfaste pour votre sommeil. Donc, deuxième règle, après 21 heures, vraiment, moi, je serais pour même faire avant ça, mais dites-vous qu'à 21 heures, il n'y a plus d'écran et que on va aller bientôt se coucher. Pour pas traîner jusqu'à 23, minuit, etc. Ok, la première partie de la nuit, elle est très très importante. Euh, et ça, c'est pour vous dire, si vous êtes curieux, il faudrait qu'on dorme entre au moins 8 heures. Il faudrait au moins qu'on puisse dormir 8 heures. Ok. Donc, vous couchez vers... si vous faites une nuit de 22 heures à 6 heures du mat, voire 7 heures du mat, ça fait 8 à 9 heures de sommeil. Pour moi, c'est parfait. Vous me demandez le sommeil idéal, voilà, je vous le donne. Ça, c'est idéal. Je sais que
ça va pas être facile de faire ça tous les jours. Mais vous m'avez demandé idéal. Donc, dans le meilleur des cas, voilà, 22 à 6 heures du mat ou à 7 heures du mat, vous dormez 8 à 9 heures. Normalement, le lendemain, vous pétez la forme. Ok. Pourquoi? Parce que dans votre sommeil, vous faites des cycles de 90 minutes. C'est-à-dire que toutes les 1 heure et demie, vous avez un sommeil qui est très profond, très profond. Et puis vous remontez avec un sommeil plus léger, où généralement c'est là où on rêve. Ok. C'est là où on se souvient des rêves, c'est là où on bouge un peu dans le lit, etc. Et puis on replonge. Et on fait ça toutes les 1 heure et demie. Ce sont des cycles. Il faudrait que vous fassiez 5 cycles. Donc ça va donner 6 heures et demie, voire 7 cycles. Voilà. Mais 5 cycles, ce serait vraiment bien. Donc, voilà, dans l'idéal, c'est ça que je vous propose. Mais encore une fois, c'est un idéal. On dîne tôt, on évite les écrans après 21 heures et on évite les lumières intenses. Pas de portable, pas de plafonnier dans la chambre. On allume une petite lampe de chevet et on bouquine. Mais on ne met pas un plafonnier, une lumière forte, parce qu'encore une fois, votre cerveau, vos yeux vont croire que c'est un soleil. Voilà. T'as fait ça, Gaël? Ouais, complètement, complètement. Ouais. Et il y a aussi, on peut préciser, c'est que là, c'est pas juste la veille, c'est que ben, c'est Mm. drôle parce que tu sais que Seb, il t'a envoyé un message justement il y a quelques jours par rapport à ça, mais la dette en sommeil, c'est une des seules choses qu'on n'arrive pas à récupérer en fait. C'est que du coup, c'est même dans une vie en général, sur une année, si on le sait, il faut pas juste le faire la veille. C'est que si je dors n'importe comment pendant 6 mois et que la veille de ma course, je me dis ah c'est bon, je vais faire une bonne nuit, ben ça va te faire du bien, c'est sûr. Mais il faut le voir sur du long terme. Le sommeil, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas récupérer et qu'en plus de ça, cause des effets et des troubles qui sont vraiment dangereux. C'est qu'aujourd'hui, une des causes de maladie ou de mortalité, c'est le manque de sommeil aujourd'hui dans la société qu'on a. Très clairement. Très clairement, tu le dis très bien, on ne le rattrape pas en un claquement de doigts. C'est long pour rattraper. Donc, il faut vraiment, au quotidien, faire attention à ça. C'est comme quelqu'un qui serait en surpoids. C'est sûr que ça lui fait faire vachement de bien de faire attention à ce qu'il mange. Tout de suite, il va voir les bénéfices. Mais avant qu'il perde du poids, ça va lui prendre des semaines et des mois. Et ben, le sommeil, c'est pareil. La dette de sommeil, c'est pareil. Si vous êtes fatigué parce que ça fait des mois que vous dormez mal, et peu, eh ben, certes, une bonne nuit de sommeil va faire du bien, mais c'est pas ça qui va régler le problème d'un seul coup. Donc, si vous faites ça juste la veille de la compète et que la semaine d'avant, vous avez fait la fête tous les soirs, vous avez traîné sur TikTok jusqu'à 1 heure du mat, eh ben, vous serez pas à votre meilleur niveau. Peut-être que vous allez faire la compète, hein, mais vous auriez pu être meilleur ce jour-là. Voilà. On avait un peu la même question avec l'alimentation idéale avant la compète. Ça, c'est pareil, on a un peu, avec Gaël, envie de vous dire la même chose. L'alimentation, ça devrait toujours être bien. Et que de temps en temps, il y a une exception. Comme pour le sommeil, de temps en temps, on va faire la fête avec des amis, c'est sûr. Mais dans 95% des cas, on devrait bien dormir. Ben, dans 95%, on devrait bien manger. Donc voilà. Dites-vous bien que c'est pas la veille de la compète qu'il faut bien manger, c'est tout le temps. Après, je sais que vous avez bah, plus ou moins de liberté par rapport à votre alimentation parce que vous êtes en internat, etc. Mais je vais d'abord dire l'idéal et après on va voir pour les adaptations. Euh, donc, pour moi, l'alimentation idéale, et le truc à comprendre déjà, c'est qu'on est tous différents. On est tous très très différents au niveau de la digestion. Parce que à l'intérieur de nous, là, dans notre tube digestif, on a tout un monde fait de bactéries et de virus, on appelle ça le biotope intestinal. Dans vos intestins, dans votre ventre, il y a plein de bactéries. Ok. Et ça, bah, c'est comme une forêt vierge. La forêt de Michel, la forêt de Gaël est différente de la mienne. Lui, il a peut-être des animaux et des insectes différents dans la forêt, moi j'en ai d'autres. Et le truc, c'est que si vous mettez un morceau de viande dans la forêt de Gaël, autant il se fait bouffer tout de suite par tel animal, et si vous la mettez dans la mienne, eh ben, le morceau de viande, autant il est bouffé par un autre. Ok? Vous me suivez un peu? Donc on est tous différents par rapport à ce qui rentre et comment c'est digéré. Donc déjà, on part sur ça. Pour moi, l'alimentation idéale, c'est l'alimentation que vous digérez vous-même. C'est-à-dire, ça fait pas des ballonnements, ça fait pas mal au ventre, ça donne pas des gaz, ça donne pas la diarrhée, ça donne pas la constipation. Voilà. Déjà, c'est ça. Ok. Et au niveau énergétique, vous n'êtes pas, après avoir mangé, frileux, fatigué.
Vous n'avez pas besoin de faire une sieste après manger, forcément, ça ne vous casse pas au niveau de l'énergie. Et même, j'ai envie de dire, normalement, la bonne alimentation, elle donne de l'énergie. Normalement, on repart pour la journée, nickel. Sauf si, c'est sûr, hein, vous avez fait 120 km de vélo le matin, vous avez une grosse matinée, vous avez besoin de faire une sieste. Voilà. Mais ça, mis à part, normalement, la digestion ne vous prend pas de l'énergie. Ok. Donc, on regarde ce que j'aime le plus, c'est la clinique, c'est-à-dire les signes cliniques de votre corps quand vous mangez. Ça, c'est hyper important de savoir cibler ça. Mais ensuite, je vais partager mon écran. On va faire les choses relativement simples. Il va falloir qu'on parle de la composition de l'assiette. Okay, très simplement. On a 3 grands macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Donc ça, on va voir ce que c'est. Je vous fais l'idéal, hein, comme on l'a dit. Pour moi, l'idéal, déjà, ça enlève tout ce qui est industriel. Ok. Alors, tout ce qui sort d'un sachet plastique, normalement, c'est pas dans l'assiette d'un champion. C'est-à-dire que Federer, Djokovic, les grands champions de n'importe quelle discipline ne mangent pas des chips, mangent pas McDo, mangent pas des trucs, encore une fois, qui ont été transformés, des chocs à pic, tout ce que vous voulez, des céréales hein, du matin. Là, quand je parle de céréales, je parle des céréales transformées du matin au chocolat ou au miel ou ce que vous voulez. Miel transformé, encore une fois. Tout ça, normalement, c'est pas dans l'assiette d'un champion. Hein. Ok. Donc moi, je pars du principe que ça, vous l'avez compris. C'est-à-dire le Kinder Bueno, machin truc, les barres transformées, etc. C'est normalement pour moi, c'est pas chez le champion. D'accord. Donc ça, on l'enlève. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste les produits animaux, donc viande, poisson, voilà, produits animaux. Les végétaux, les légumes, les céréales, les légumineuses. On va voir tout ça, tout ce que ça veut dire. Et les graisses, les lipides. Donc là, vous avez les huiles, l'huile d'olive, tout ça, l'avocat, les noix, euh, qu'on peut trouver aussi. Voilà. Voilà les 3 grands groupes. On va rester sur ça, on ne va pas complexifier la chose. Il faut que d'abord votre alimentation elle soit qualitative, c'est-à-dire dans la qualité, on enlève les mauvaises choses, tout ce qui sort des sachets plastiques, voilà, tout ce qui est transformé. Et on mange concrètement ce qui sort de terre, ce qui tombe d'un arbre, et les animaux, hein, concrètement, poisson ou viande, okay, fruits et légumes, et les noix, etc. Okay. Maintenant, dans ça, on va faire 3 catégories très simples. Les protéines. Les protéines que vous avez dans votre assiette, ça va être animal ou végétal. Du côté animal, on a, comme je vous le partage là à l'écran, de la viande. Donc bœuf, porc, volaille, gibier, poisson, lait, œufs. Okay. Et dans les végétaux, on a les céréales et les légumineuses. Okay. Céréales, ça va être le riz, le blé, ça va être sarrasin, le quinoa qui est un peu différente, mais un peu dans le même genre, quoi. Le soja, les graines de chia, etc. Okay. Les lentilles, Ça, c'est etc. les protéines. Alors, ouais, on a aussi des légumineuses, voilà, comme tu dis, les lentilles, les pois chiches, etc. Ça, ça vous donne la protéine, okay, qui est très importante hein, dans votre corps pour reconstruire les muscles, entre autres, mais pas que, pour être aussi précurseur, c'est-à-dire ça va être les briques de base qui vont servir à créer des hormones et tout un tas de choses. Okay, donc ça, c'est hyper important aussi de l'avoir dans son assiette. Donc il va y avoir une part de protéines, il va y avoir une part de lipides et de glucides. Alors, je vais vous montrer les glucides. Qu'est-ce que c'est les glucides? Je pense que vous Oui. savez à peu près ce que c'est, généralement, mais c'est important de le préciser. Tu voulais dire quelque chose? J'allais dire juste pour justement démystifier les protéines et avec tous les, entre guillemets, les mythes qu'on leur, enfin, toutes les mauvaises choses qu'on leur donne, c'est que la protéine, en fait, c'est, j'allais dire, c'est un effet de secondaire de créer du muscle. C'est que à la base, la protéine, elle intervient dans le système immunitaire, dans les cheveux, la peau. C'est-à-dire que
se dire que la protéine, elle est mauvaise pour le corps, c'est simplement si en fait elle est mal associée ou justement que en fait c'est déséquilibré avec les autres choses. Mais il faut pas se dire que je mange de la protéine pour faire des muscles. En fait, c'est justement, enfin, c'est pas sa fonction principale. Et comme tu disais, c'est que ça va servir à créer plein de cellules, plein d'échanges, etc. Mais donc, il faut pas avoir peur, je veux dire, de manger des protéines. Et des protéines, c'est pas forcément de la viande. Exactement. C'est pas forcément de la viande, ça peut être des sources végétales aussi. Tu as très bien dit, les protéines ont une fonction structurelle, c'est vrai, c'est la structure un peu, c'est comme les murs de votre maison, les fondations, etc. C'est la structure des cellules, voilà. Mais c'est aussi fonctionnel. C'est-à-dire, c'est aussi eux qui vont servir à tous les messagers dans le corps, les hormones et les neurotransmetteurs. Vous avez peut-être tous connu des moments sur le vélo, en VTT, où vous avez eu un coup de mou. Vraiment, une fatigue. Voilà, je suis fatigué. Et vous avez beau prendre du ravito, vous avez beau boire ce que vous avez, une boisson sucrée ou quoi, ou manger, bah, l'énergie, elle ne revient pas. Et dit, mais en fait, hein, c'est pas un problème en fait, de carburant, parce que le carburant, je le mange là. Ça devrait relancer la machine. Ben non, l'énergie n'est pas là. En fait, c'est une fatigue qui est nerveuse. Ok. C'est une fatigue du système nerveux. C'est comme si vous dormez pas du tout la nuit, vous aurez beau continuer à manger plus, l'énergie ne reviendra pas parce que vous allez avoir envie de dormir. Hein, le sommeil, ça aide aussi à la récupération nerveuse. Et ben, les nerfs, le système nerveux, pour qu'il fonctionne, il a besoin justement, de neurotransmetteurs, c'est-à-dire des molécules qui sont échangées par les nerfs. Et ça, c'est fait à partir des protéines. Donc les protéines sont vachement importantes pour le fonctionnement et la structure du corps. Donc voilà, comme disait Gaël, elles sont neutres. De toute façon, tous les aliments sont neutres. Hein. Il ne faut pas leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est toujours comment ça va impacter mon corps et le résultat, qui est intéressant à regarder. Donc les glucides, qu'on peut voir à l'écran là, on a évidemment les fruits, vous avez des oranges, des bananes, des pommes, etc. Mais vous avez aussi les céréales, avec évidemment les céréales transformées, comme on a un morceau de pain à gauche, on a des pâtes aussi, ça c'est pour ce qui est transformé, mais vous pouvez aussi trouver du non transformé, plus ou moins, enfin, un petit peu transformé, comme les flocons d'avoine qu'on voit en bas. Le maïs est aussi intéressant. En haut, on a des lentilles et on a aussi des pois, les pois cassés, les pois chiches, voilà, les lentilles, tout ça. Et les pommes de terre à droite. Déjà, on peut faire deux grandes classes, deux grandes catégories. C'est les fruits d'un côté et le reste de l'autre. Les fruits, le fructose, donc le sucre qu'il y a dans les fruits, il est intéressant. Euh, il est intéressant. Les fruits, c'est bien parce qu'il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux, c'est super intéressant, s'ils sont de bonne qualité, évidemment. Mais ça va être digéré et assimilé différemment que, par exemple, les pommes de terre. Ok, par exemple, les patates que vous avez. Et ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a une question tout à l'heure qui sera traitée, qui serait après la muscu. Et moi, les fruits, je les mettrais plus si vous avez un petit creux dans l'après-midi, par exemple. Ou en petit-déj, en petit déjeuner, si vous avez que ça sous la main, c'est très bien, ça se mange facilement, etc. Et les pommes de terre, les lentilles, les flocons d'avoine, pourquoi pas, après une séance de muscu pour refaire le glycogène, entre autres, dans les muscles. Parce que vos muscles, ils ont besoin de réserves de sucre, là où le sucre des fruits il va aller principalement dans le foie. C'est un organe très important, hein. Mais encore une fois, si on parle d'idéal, les fruits, je les mettrais plutôt en snack, quoi. En snack ou en petit-déj, voilà, en dehors des repas. Ils sont un peu à part pour moi. Et donc, on a vu les protéines, on a vu les glucides, et on voit les lipides. Les lipides, on a de l'huile, donc on peut avoir l'huile d'olive par exemple. On a les amandes, donc ça c'est les oléagineux. Hein. Dans les oléagineux, vous aviez aussi les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, tout ça. Le beurre de cacahuète. Voilà, ils ont mis des tranches de saucisson, mais bon, c'est pas moi qui ai fait le truc, mais oui, il y a les viandes qui peuvent être très grasses, évidemment. Le fromage aussi qui est gras, qui est pas forcément pour moi un aliment très santé, entre guillemets. Il faut juste, comme le saucisson, quoi, c'est-à-dire faire attention aux quantités. Ça peut être chez certaines personnes très pro-inflammatoire, donc ça va faire de l'inflammation dans le corps. Alors encore, toutes les personnes sont différentes, mais j'aime bien
voilà, conseiller de faire attention aux quantités. L'avocat, qui est vraiment une bonne source de gras. La noix de coco aussi. Euh, du genre, la mayonnaise, pour moi, par exemple, si j'avais fait ce schéma-là, là, ce dessin, j'aurais pas mis la mayonnaise. Parce que pour moi, ça ne doit pas être dans votre assiette. Très clairement, c'est le genre de truc transformé. Voilà, ça pousse pas sur un arbre, hein, la mayonnaise. Donc, à part si c'est vraiment vous, vous avez pris des œufs, vous avez mis votre huile à vous et vous avez fait vous-même votre mayonnaise, sinon ça m'intéresse pas trop. Chocolat noir, je sais qu'il y en a qui sont vraiment accros, alors pourquoi pas le chocolat, mais vraiment avec un titrage, donc un pourcentage en cacao qui soit au-dessus de 70, voire au-dessus de 80%. Euh, donc, voilà pour le gras en fait. Hein, on a protéines, sucre, gras. Protéines, glucides, lipides. À partir de ça, ben, on va mélanger. À partir de ça, on va faire notre assiette. Donc ça va être relativement simple. La veille la veille, de toute façon, c'est presque un peu trop loin d'une compète, par exemple, qui aurait lieu le lendemain matin, euh, pour qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un vieux mythe qui veut que on doit beaucoup manger la veille, un plat de pâtes, peu importe, avant une grosse compète de sport. Ça, c'est un vieux mythe qui a été cassé. Hein. Non. Moi, tant que la digestion est bonne et que le sommeil est bon, la veille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok. Par contre, si la question c'était l'alimentation idéale avant la compète, juste avant la compète, c'est-à-dire genre le petit déjeuner avant 2 heures avant la compétition, euh, encore une fois, idéalement, si vous pouvez choisir votre petit déjeuner, mais je sais qu'à l'internat, vous ne pouvez pas tout choisir, donc on va voir après, mais moi, il y aurait un petit peu de tout. Il y aurait les 3 grands groupes qu'on a vus, protéines, glucides, lipides, il y aurait un petit peu de tout, mais dans une quantité raisonnable, parce qu'on ne veut pas surcharger le système digestif. Ok. Je mettrais 100 grammes d'une protéine relativement grasse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends les protéines. Boum, 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 boum. Hop. Je mettrai par exemple dans les protéines grasses, c'est-à-dire des protéines qui contiennent un peu de gras. Il y a le bœuf, il y a le porc, et il y a les poissons gras, grosso modo, et il y a les œufs. Okay, les poissons gras, ça va être le saumon, les sardines, les maquereaux. D'accord. Bœuf, porc, saumon, thon aussi, et œufs, 100 grammes. 100 grammes, c'est un petit steak haché. Vous voyez, un petit steak haché. Pourquoi? Parce que ça contient les acides aminés, donc les protéines, qui vont justement, comme on disait tout à l'heure, aider votre système, ok, à avoir l'énergie nerveuse, etc. Mais il faut que cette protéine soit bien digérée. Si par exemple, vous savez que vous, la viande rouge, vous ne digérez pas du tout, ou vous, le porc, pareil, vous ne digérez pas, après ça ballonne partout, ça reste sur l'estomac, etc. Bah, bon, bah, on passe à autre chose, on essaye autre chose. Ok. Mais le matin, idéalement, j'irai plus sur ça. Après, j'irai sur 200 grammes de lipides, 200 grammes de glucides, pardon, 200 grammes de source de glucides. Hein, pas, encore une fois, c'est pas 200 grammes purs glucides, c'est 200 grammes d'un aliment qui contient pas mal de glucides. Et pour ça, je vais vous partager euh, ça. Alors, lui, il est là. Euh, et là, on a, bon, vous faites pas attention au titre, c'est pas le titre qui m'intéresse, c'est juste qu'ils ont montré légumineuses, céréales et autres. Et donc, on a légumineuses et céréales. Pour moi, au niveau digestif, euh, je pars du principe que les légumineuses sont plus intéressantes que les céréales, qui sont plus intéressantes que les céréales transformées. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est en haut, là, dans le schéma, soja, lupin, lentilles, haricots rouges, pois chiches, pois cassés, je préfère ça aux céréales, où on a le blé, le riz, l'orge, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui contiennent du gluten, il y a beaucoup qui sont difficiles à digérer, ce sont des longues chaînes de sucre, en fait, qu'il faut que votre corps il découpe en tout petits morceaux, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc je préfère les légumineuses aux céréales, et je préfère les céréales
aux céréales transformées, du genre pain, pâtes, tout ce qui est transformé. Ok. Voilà, là vous avez un schéma. C'est mes recommandations personnelles, mais on sait très bien que il y a des personnes qui digèrent très très bien le riz et qui, par contre, vous faites manger un peu de lentilles et ça marche pas, ça digère mal. Donc ben là, pour cette personne-là, je vais plutôt lui recommander du riz. Bon, voilà. Et ben ça, 200 grammes. Ok, 200 grammes, ça fait un tiers dans votre assiette, quoi, hein. Ou si vous avez une assiette normale, ça va faire un bon morceau dans l'assiette avec une source de protéines. Et sur ça, eh ben, on va mettre. Ah, on a encore 10 minutes parce que c'est sur le Zoom, le samedi là. Ouais, après, ce qu'on fera, à la rigueur, si ça se coupe, ben, on reclique sur le même lien et on recommencera à enregistrer. Ouais, je recliquerai sur le même lien, ça Ouais. marche. Et après, donc, lipides. Alors, les lipides, donc le gras, si on reprend notre schéma, soit vous mettez. Donc là, c'est pas mal ce schéma parce qu'ils font une cuillère à soupe d'huile est égale à 15 amandes. Ben, ou 2 cuillères à café de beurre de cacahuète. Ou un tiers d'avocat. Ben voilà. Pour moi, en fait, on va avoir à peu près 15 à 20 grammes de lipides si on est sur ce schéma que je vous montre actuellement. Donc vous pouvez mettre dans votre plat du matin une poignée d'amandes, une cuillère d'huile d'olive par exemple. Je suis très fan de l'huile d'olive parce que c'est hépatoprotecteur. Euh, et, euh, et surtout, si vous êtes à la maison, si vous pouvez contrôler la qualité du produit, que l'huile d'olive soit bio et de première pression à froid. Bon, là, je vous donne beaucoup d'informations, mais qui sont peut-être pas utilisées par tout le monde, mais vous m'avez demandé l'idéal, je vous donne l'idéal. De toute façon, tous les produits devraient être locaux, bio, voilà, qui viennent pas du supermarché du coin où on ne sait pas trop l'origine des produits, hein, que ce soit la viande, que ce soit le poisson, que ce soit tout, hein. Si vous vous destinez à être un champion, il faut être un champion aussi de l'alimentation, hein. C'est ça que j'essaie de vous faire passer comme message. Donc, avant la compète, je serais plus sur 100 grammes d'une source de protéines, 100 grammes de viande par exemple, ou 100 grammes de poisson, plutôt grasse. Ok. 200 grammes d'une source de glucides, soit des haricots, des lentilles, du quinoa, ce que vous voulez. Euh, et 20 grammes de lipides, donc une cuillère à soupe, voire deux, 15 une grosse poignée d'amandes, etc., etc. Ok, ça peut être votre petit déjeuner. C'est relativement simple. Il y a un peu de tout. Pour moi, c'est idéal. Et c'est pas trop copieux, quoi. Vous allez tourner en kilocalories, à mon avis, entre 500 et 600 avec ça. Ok. Donc, une bonne digestion derrière, etc. Si vous êtes à l'internat et que vous ne pouvez pas du tout choisir tout ça, déjà, ce que je faisais, moi, avec les gens qui étaient en internat dans le club de rugby de Grenoble, non, j'ai dit Grenoble, oui, c'était à Grenoble qu'on faisait ça. Bref, c'est que eux, quand ils rentraient le week-end chez leurs parents, ils prenaient pour la semaine des gros sachets d'amandes, des gros sachets comme ça, et comme ça, ils avaient ça chez eux. Donc, je peux que vous encourager de prévoir les choses à l'avance. Si à l'internat, vous pouvez pas choisir quoi que ce soit. Mais si le matin, vous avez que des fruits, partez sur des fruits. C'est très bien. Avec, allez, si vous avez que des céréales, on vous propose que des céréales. N'allez pas vers les Chocapix, n'allez pas vers les trucs vraiment sucrés, hyper sucrés, plein de chocolat, plein de trucs transformés. Allez vers les trucs bruts comme le flocon d'avoine, par exemple, si possible. Flocon d'avoine avec 200 millilitres de lait, quoi. Vous faites un bol de flocon d'avoine avec du lait et vous mangez un fruit derrière. Si vous avez rien d'autre, hein, s'il y a par contre un peu des œufs, un peu d'autres choses, eh ben vous essayez de vous rapprocher du plus de ce que je vous ai proposé là. Et si en plus vous avez avec vous des amandes, c'est vraiment pas mal. Mais ouais, dans l'idéal, il faudrait tourner autour d'un repas qui est en fait assez complet, hein, qui est équilibré, comme on dit, parce que finalement, il ne faut pas réinventer à chaque fois la roue, quoi. Au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que j'arrive à digérer et est-ce qu'il y a un peu tout dans mon assiette? C'est ce que je manque de rien? Et une fois que ça s'est lancé et que mon énergie est bonne, bon, bah après, on est tranquille, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Gaël? Ouais, ça me semble bien. Et puis après, c'est surtout,
l'essayer. Parce que, comme tu disais, c'est Hmm. que si, il faut pas se dire, ouais, Pierre, il m'a dit qu'il fallait faire ça. Du coup, j'attends le jour de ma course et je le fais. Non. Ouais. Je l'essaie sur, ben, par exemple, je sais que ben, telle date, là, j'ai une séance qui est un peu dure, qui se rapproche un peu de ce que je vais avoir, ou même juste un jour comme ça. Comment je me sens, tu vois? Généralement, et après, forcément, un petit déj, si c'est un jour de test, enfin, si c'est un jour lambda, je le prends pas à 10 heures du matin. Parce que forcément, ta journée après derrière, ça va être un peu compliqué ça va te dérégler ta journée ou tes habitudes. Mais ça fait partie du travail pour pouvoir prendre un bon repas. C'est de se dire, ben, pendant les 6 derniers mois, est-ce que tous mes repas ont été pris à heure fixe? Est-ce que Hmm. mes heures de lever et de coucher étaient à heure fixe? Parce que forcément, ton alimentation, elle est dépendante de tout ça. Ouais. Ouais. T'as tout à fait raison. C'est un point que j'ai pas du tout souligné, c'est les heures fixes. Très très important, hein. Votre corps, il a une horloge à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que vous allez généralement avoir faim à l'heure où vous avez l'habitude de manger. Si vous avez l'habitude de manger à 12h30, vous allez votre corps va dire: «Eh oh, c'est le moment de manger» et vous allez avoir faim. Et ben, tout ça, ça règle en fait les hormones, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est important que vous dormiez aux mêmes heures, si possible, idéalement, donc tôt, et cetera, et que vous mangiez aux mêmes heures. Et de la même manière que, le jour de la compète, vous n'allez pas inventer une nouvelle technique de pédalage, vous n'allez pas inventer une nouvelle technique de tenir votre guidon, vous n'allez pas changer vos habitudes. Et ben, ne commencez pas à essayer de faire un truc complètement fou au niveau de l'alimentation, le jour de la compète. À prendre un shaker de je sais pas quoi pour la première fois, à prendre, des compléments alimentaires que vous avez jamais testés, à changer votre petit déjeuner en vous disant: «Bon, là, c'est le jour de la compète, alors je vais charger en ceci, cela», ou pas du tout manger alors que j'ai l'habitude de prendre un petit déjeuner. Ne changez pas vos habitudes. Une fois que vous avez trouvé une habitude qui marche, ne changez pas. Ça marche aussi pour l'alimentation. L'important, c'est la régularité et le long terme. Hem, 3e question, c'était sur une période de préparation, des conseils en récupération et en alimentation. Alors, conseils en récupération, bon, bah, je vais me répéter, mais le sommeil, ça c'est numéro un, toujours numéro un, le sommeil pour récupérer parce qu'en fait, c'est la période de votre vie où vous récupérez, hein, quand vous faites dodo. Donc si ça, c'est pas raccord, vous aurez beau faire tout le reste bien, ça marchera pas. Donc le sommeil. Une fois que le sommeil, c'est en place, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? J'aime beaucoup le sauna. C'est vrai que le sauna, pour moi, c'est royal pour la récupération. Pourquoi? Parce que, la grande différence, entre le sauna et une période d'effort, par exemple, c'est que votre sang, il va être envoyé à la toute périphérie de votre corps, OK? Il va aller jusqu'au bout de vos doigts et cetera, au bord de la peau. Pourquoi? Parce qu'il veut évacuer la chaleur et ça, c'est un peu le seul moment où il le fait. Parce que même dans l'effort, le sang, il va dans les muscles, en fait. Il va pas vraiment à la périphérie totale, il se concentre dans les muscles. Et là, le sauna, quand on a vraiment chaud, on commence vraiment à transpirer et que ça démange dans le cuir chevelu, là, on a envie de se gratter tellement que ça fait chaud. C'est un peu un moment unique, qu'on peut tester par le sauna. Donc moi, j'irais sur ça. Si vous n'avez pas de sauna, et ce qui est compréhensible, hein, si vous n'avez pas accès à un sauna, mais par contre, vous avez une baignoire à la maison, chez vos parents ou quoi, les bains chauds, vraiment, mais vraiment chauds. Vraiment le bain où, pour rentrer, on met un peu longtemps parce que c'est chaud, on rentre, une fois qu'on est installé, on reste, 1/4 d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, on commence presque à transpirer tellement qu'on a chaud. Ça aussi, c'est un outil pour moi qui est royal pour la récup. Hem, Au-delà de ça, il y en a beaucoup qui parlent du froid pour la récup. Le froid, les douches froides, les bains froids, et cetera, pour moi, c'est moins un outil de récupération que de renforcement. Je vais plus utiliser le froid pour, faire un renforcement mental, pour me dire: «Je vais volontairement dans l'inconfort, volontairement me mettre dans un moment qui est dur», et cetera. Comme vous avez pu l'expérimenter, quand vous êtes venu ici et que vous avez marché dans le froid, vous êtes rentré dans la piscine, et cetera. Hem, Ça peut être intéressant, mais si vous voulez mettre du froid dans un moment de récupération, vous pouvez faire ce qu'on appelle la douche écossaise, c'est-à-dire que vous faites une alternance chaud et froid. Vous vous mettez sous la douche, vous, commencez avec, une douche qui est agréable, chaude, voilà,
Et puis, toutes les 20 secondes, vous allez tourner le robinet au plus froid. Et donc, on va alterner. Moment de froid pendant 20 secondes. Oh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Et en fait, le corps, là, il retire le sang de la périphérie, hein, de l'endroit où il y avait du sang dans le bout des doigts, etc. Et il met tout au centre. Et puis après, vous repassez à du chaud pendant 20 secondes. Et puis vous repassez à du froid, vous repassez à du chaud, vous repassez à du froid. Vous faites ça une dizaine de fois. Et ça peut être vraiment bien parce qu'en fait, on enlève le sang des muscles, on remet le sang dans les muscles, on enlève le sang, on remet le sang. Et ça permet en fait à la régénération d'aller un peu plus vite. Ok. Bon, ça, c'est vraiment les pratiques qu'on peut Attends, je pense que ajouter ça à... va pas tarder à couper. Ah oui.